Mais en école maison, c'est vraiment un autre type de socialisation que moi, je trouve qui ressemble beaucoup plus à la vraie vie parce que dans notre société, on côtoie des gens de tous les âges. Donc, on se met pas à dire à notre voisin, moi, je te parle pas parce que tu as 15 ans de plus que moi. Tu sais? Fait que je trouve que c'est une socialisation saine, puis beaucoup plus, qui reflète beaucoup plus la vraie vie. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Ici, c'est l'espace rassembleur où la voix de l'école à la maison peut résonner librement. Allô, moi c'est Marie-Léna, en plein feu de l'action avec 2 enfants en école à la maison. Et moi, c'est Natacha, la maman has-been de l'école maison, retraitée après 11 ans de cette belle aventure. Chaque épisode, on jase école maison sans filtre. On partage nos réflexions, nos fous rires, nos flops, nos trouvailles. Et on tend aussi le micro à d'autres voix, parce que la diversité de parcours, ça mérite d'être entendu. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Allô Natacha! Allô Marilena, comment ça va? Ça va super bien toi? Oui, je suis contente de reprendre une autre pause café avec toi aujourd'hui. Oui, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4. Et de quoi on parle aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on est allé à la recherche, en fait, sur les réseaux sociaux des questions les plus fréquentes qui reviennent souvent. Oui, puis on avait fait un petit sondage, on avait reçu quelques questions. Donc on a fait un petit mélange de soit les questions qui nous ont été demandées à nous-mêmes par le passé, soit des questions qui nous ont été écrites avec le sondage là, de les questions que les gens y avaient, soit quand ils commencent ou quand ils pensent à. Puis on a bonifié en plus avec les questions communes là, qu'on retrouve dans les groupes de la KED et tout ça. Fait que je pense que ça va être super intéressant comme épisode. Donc, je propose qu'on commence tout de suite avec la question numéro 1. À partir de quel âge un enfant est admissible pour l'école à la maison? Bien, en fait, la façon qu'il faut voir ça, dans la loi sur l'instruction publique, qui est indiqué, ils ont défini le calendrier scolaire, là, entre guillemets, puis c'est vraiment à partir de là que aussi la direction d'école à la maison considère quand est-ce qu'un enfant est admissible ou non. Puis, en fait, le calendrier scolaire, quand on comprend, là, il débute au 1er juillet de l'année en cours et il termine à l'année suivante au 30 juin. Donc, un enfant qui a son 6 ans avant le 30 juin, donc, ou même le 30 juin, ben, à partir du 1er juillet du calendrier scolaire de l'année, comme par exemple 2025-2026, un enfant qui a eu son 6 ans avant, ben, au 30 juin maximum, il va être admissible en école à la maison. Puis même, vous allez voir, là, quand vous allez essayer de l'inscrire à la direction d'école à la maison sur leur site Internet là, du gouvernement, un enfant qui n'est pas admissible quand vous introduisez sa date de naissance, son année, ben ça ne va pas fonctionner tout simplement. Et dans l'autre sens aussi, un jeune y est admissible jusqu'à son 16 ans atteint. Donc, puis du calendrier scolaire en cours. Donc, un jeune qui a son 16 ans, ça arrive là, qu'il y a certains jeunes qui ont leurs 16 ans durant l'année de la quatrième secondaire, admettons. Je sais pas, moi, un enfant qui a son 16 ans en janvier, ben, il est en obligation scolaire jusqu'à la fin du calendrier scolaire qui termine au 30 juin. Puis ensuite, quand il va arriver à son 5e secondaire, ben, cet enfant-là, en particulier, il sera plus assujetti ou admissible. Ben, il va être admissible en école maison, mais il sera plus euh, assujetti aux obligations là, au niveau d'obligations scolaires auprès de la DEM. Donc, à son 5e secondaire,
il est comme, si on peut dire, il n'a plus besoin de rendre de compte, mais il peut quand même terminer son 5e secondaire. Un jeune, admettons, que son 16 ans après juillet, mettons 2-3 juillet au mois d'août, ben ce jeune-là, il va être en obligation scolaire jusqu'à à la fin du calendrier scolaire de juin, mais presque à la veille de ses 17 ans. Donc, lui, jusqu'à la fin de son 5e secondaire, il va être encore en obligation scolaire. Je ne sais pas si mon explication est succincte, est assez claire, là. Oui, puis si je peux rajouter un exemple concret, justement, entre ma fille et mon garçon. Ouais. Ma fille, sa date de naissance, c'est le 16 juillet. Fait qu'elle, justement, ça inclut un petit peu la question 2 qu'on avait, là, la maternelle est-elle obligatoire? Ça vient un peu dans le mythe par rapport à ça, tu sais, que c'est comme tu as expliqué, par rapport à l'âge qui donne l'obligation scolaire là, avant la date, comme tu as nommé. Ouais. Donc, c'est là le mythe un peu que la maternelle n'est pas obligatoire, mais c'est pas une question d'obligatoire ou non, c'est plus une question de par rapport à la date de naissance de l'enfant. Exact. Tandis que mon garçon, 7 juin, ben lui, il va être en obligation scolaire plus rapidement que ma fille, elle a été. Oui, exact. Donc, oui, je pense que c'est assez clair comme réponse. Ouais. Ensuite, on avait, mon Dieu, la question qu'on se fait le plus souvent demander. Ouais. Comment tu socialises tes enfants en école à la maison? Ben, je pense qu'on en a touché un petit peu déjà dans les premiers épisodes, parce que c'est ça, comme tu dis, Marilena, c'est vraiment quelque chose qui revient vraiment souvent, ça l'inquiète beaucoup les gens qu'on côtoie des fois ou que les inconnus qu'on croise à la bibliothèque ou à l'épicerie durant la semaine. Donc, comment on les socialise? Ben, premièrement, il y a les groupes de soutien que quand on adhère ou quand on approche nos groupes de soutien, il y a beaucoup d'occasions de pouvoir socialiser, que les enfants socialisent entre eux. C'est du multi-âge, hein? Donc, c'est un autre genre de socialisation qu'on voit en milieu scolaire. Donc, les enfants, ils peuvent socialiser partout, en fait. Quand c'est pas avec le groupe de soutien, ben c'est quand on fait une sortie dans un musée, ça peut être à la bibliothèque. Donc, c'est partout, en fait, la socialisation est comme partout autour de nous de façon naturelle. Puis là, je dis ça parce que, tu sais, les enfants d'école à la maison, souvent les gens pensent que c'est l'école à la maison, donc ils restent à la maison, mais nous, personnellement, ça n'a pas été du tout notre vécu. Donc, on avait beaucoup d'occasions de socialiser, que ce soit avec une ou deux familles, avec une rencontre spontanée, parce qu'on va faire une randonnée en forêt, ou que ce soit en groupe parce qu'on fait une sortie ou une activité de groupe. Ben les façons de socialiser sont vraiment là, tu sais. Donc, je sais pas, toi, Marilena, comment vous le vivez, cette fameuse socialisation-là, mais quand on fait l'école à la maison, peut-être au début, on était inquiet de ça parce que c'est comme un mythe un peu pas mal là, dans la société de mais comment vous faites pour les socialiser? Mais, mais c'est ça, il y a plein de façons là, de socialiser nos enfants autour de nous. Oui, exact. Puis il y a aussi les centres d'apprentissage qui emmènent Oui. une belle façon que les enfants en école maison entre eux. Fait qu'on peut peut-être expliquer un petit peu au cas que quelqu'un qui nous écoute ne sait pas ce que c'est. Fait qu'il y a quand même, tu sais, c'est quand même varié là, les types de centres d'apprentissage, mais il y a par exemple l'être libre qui avait été formé par Emmanuel, qu'on a reçu au dernier épisode. Donc ça, Ouais. c'était vraiment un principe de pouvoir permettre aux parents, par exemple, cette journée-là, de pouvoir vaquer à ses occupations, son travail, etc. Fait que ça permettait d'emmener l'enfant dans un environnement qui peut faire plein de choses, puis c'était vraiment, tu sais, tous des enfants d'école à la maison. Mais il y a aussi des types plus, ça va être un petit peu des rassemblements, si je peux dire, tu sais. Fait que ça va être, on va, exemple, se rendre plusieurs familles dans un local prévu pour ça, puis il va y avoir des ateliers, souvent animés par certains parents, mais on va tous rester sur place. Ouais, Ça permet exactement. aussi de
de vraiment enrichir la socialisation pour les enfants. Puis comme tu as super bien nommé, tu sais, c'est partout, c'est tout le temps. Tu sais, que ça soit on va à l'épicerie, puis finalement, mon enfant va parler peut-être avec la caissière ou peu importe. Et je voulais rajouter aussi le point que si on compare, finalement, là, exemple, mon expérience à l'école, est-ce qu'on peut socialiser tant que ça? Tu sais, quand que je pense à on passe la journée, finalement, tu sais, à notre pupitre. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on recule, moi, mettons, là, il y a plusieurs années, c'est sûr qu'il y a eu des changements quand même, mais ça reste que c'est quand même un type là, qu'on va retrouver beaucoup. Fait que, tu sais, on est nos pupitres, exemple, individuels ou 2 par 2. On on travaille dans notre cahier, il ne faut pas déranger les autres parce qu'il faut avancer dans notre cahier. On a une courte récréation. Fait que finalement, est-ce qu'on peut tant que ça, est-ce qu'on a tant que ça du temps pour socialiser, tu sais, quand on est en classe? Je me le demande. Moi, quand je regarde, exemple, mon parcours versus quand je regarde mes enfants, toutes les occasions qu'ils ont. Puis, tu sais, comme qu'on a aussi déjà abordé, quand on est en one-on-one avec l'enfant, les apprentissages, souvent, c'est tellement rapide que ça laisse du temps pour autre chose. Fait que moi, quand finalement, je regarde mes enfants, puis que, rendu à 2 heures de l'après-midi, là, crème, ils ont tout eu qu'est-ce qu'il y avait à faire, puis, ils vont jouer avec leurs cousins, ils vont jouer avec les voisins. Mais Colin, quand je regarde ça, finalement, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de temps pour jouer, puis Ouais. de voir d'autres enfants. Puis aussi, comme tu dis, il y a tellement de groupes par région maintenant pour l'école à la maison. Des fois, tu sais, on n'est pas là-dedans, fait qu'on s'en rend pas compte. Mais par région, tu sais, fait que souvent les parents, comme tu dis, on se réunit pour une randonnée. On va jouer au parc telle date, telle heure, venez nous rejoindre. Fait que je trouve qu'il y a tellement d'occasions, justement, que c'est une question qu'on se fait tellement poser, mais que c'est tellement le plus gros des mythes. Et il y a aussi, par exemple, mes enfants, moi, en ce moment, une fois semaine, ils vont dans un camp nature. Ben encore là, premièrement, les découvertes qu'ils font, les apprentissages qu'ils font, là, tu sais, sont toute la journée dans le bois, là. Fait que, tu sais, l'éducatrice, elle leur apprend sur les animaux, sur les plantes, sur plein d'affaires. Fait que déjà, ils ont vraiment un apprentissage super riche. Puis en plus, ben, ils voient d'autres enfants de tous les milieux, là. Fait que ce soit en école maison, que ce soit des enfants préscolaires qui ne vont pas encore à l'école. Il y a aussi des fois des journées pédagogiques que des enfants du milieu scolaire qui vont y aller en camp nature cette journée-là, justement. Fait que c'est une super belle façon aussi qui voit toutes sortes d'enfants, toutes sortes de familles, de toutes sortes de situations, si je peux dire. Mais c'est ça, puis tu sais, quand on regarde la socialisation dans le milieu scolaire, puis en école maison, c'est vraiment très différent parce que en école maison, comme je disais tantôt, c'est vraiment du multi-âge, puis tu peux très bien voir un jeune de 7-8 ans aller jouer avec des tout-petits parce que les tout-petits ils aiment ça être avec les grands. Puis après ça, ben ce même jeune-là peut décider, ben moi je vais aller voir les ados. Puis il y a comme pas de barrière entre les âges. C'est quelque chose qu'on voit, tu sais, on voit des barrières au milieu scolaire, tu sais, comme, moi, je suis en 2e année, je vais pas jouer avec les petits de maternelle, tu sais, déjà, on entend ces commentaires-là, mais en école maison, c'est vraiment un autre type de socialisation que moi, je trouve qui ressemble beaucoup plus à la vraie vie, parce que dans notre société, on côtoie des gens de tous les âges. Donc, on se met pas à dire à notre voisin, moi, je te parle pas parce que tu as 15 ans de plus que moi. Tu sais? Fait que je trouve que c'est une socialisation saine, puis beaucoup plus, qui reflète beaucoup plus la vraie vie. Super intéressant le point que tu apportes. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire l'école à la maison? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, de façon technique, ben, il faut premièrement aviser la direction d'école à la maison. Puis ensuite, donc c'est par un avis qui habituellement est émis au plus tard au 1er juillet. Tu sais, tantôt, je parlais du fameux calendrier scolaire, entre guillemets. Ben, c'est ça. Le 1er juillet, c'est ça qui indique le début de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de l'année, du 30 juin de l'année suivante.
Donc, on doit aviser la direction d'école à la maison. Mais advenant le cas que le parent éducateur décide de plonger dans l'école à la maison après le 1er juillet, durant l'année en cours, bien, au moment que la décision elle a été prise, il y a 10 jours pour aviser la direction d'école à la maison. Et quand je dis aviser la direction de l'école à la maison, par la même occasion, il doit aussi aviser son centre de service scolaire. Donc, c'est C'était une question plus loin qu'on avait, justement, de est-ce que c'est absolument en début d'année ou à tout moment, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, qu'on peut retirer, ben tu viens de répondre à une question un petit peu plus loin, justement. Continue. Ben voilà, c'est pas mal ça, parce que c'est pas mal ça la réponse à cette question-là, la plus courte et la plus efficace là, qu'on peut donner. Puis je viendrais peut-être bonifier en disant qu'après ça, la DEM, comme tu as nommé, ce que ça vient faire, c'est justement de s'assurer, ben moi, je vais pas dire, exemple, je fais l'école à la maison à mes enfants, mais finalement, ils sont devant la télé toute la journée puis ils font pas rien. Fait que la DEM, ce qu'elle va venir faire, c'est un petit peu, tu sais, on a une personne ressource d'attribuer à notre projet d'école à la maison qui va justement avoir, bon, exemple, c'est quoi ton projet d'apprentissage? Donc, c'est quoi que tu as l'intention de faire dans l'année? De quelle façon tu as l'intention d'apprendre les choses qui sont nécessaires à l'enfant d'apprendre, selon eux, ce qui détermine qui est la même chose du milieu scolaire, si je peux dire. Puis, on va avoir des bilans à travers l'année, tu sais, pour dire il y a eu des changements, telle chose, finalement, ce cahier-là, on ne l'aimait pas, fait qu'on s'est servi de telle chose. Puis, on va avoir aussi une façon d'évaluer l'enfant, le plus commun, je dirais, qui est le portfolio, par exemple. Là, je vais vraiment en résumer, mais c'est juste pour donner un petit peu un portrait global. Donc, on est dû, en tant que parent éducateur, de respecter les demandes de la DEM. Fait qu'on a des dates à respecter, on a une rencontre à faire avec la personne ressource par année, qui est dans le but de s'assurer qu'on enseigne à notre enfant, finalement, là, tu sais, que justement, il y a vraiment quelque chose d'enrichissant pour l'enfant. Est-ce que tu penses que ça fait un bon tour un petit peu de pour la question? C'est sûr que la question est large. Là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'école à la maison? Donc, tu as parlé de plus qu'est-ce qui est obligation au niveau des déclarations. Puis, on a dit la DEM, c'est quoi comme parent éducateur qu'on est dû de faire. Je pense que ça fait un bon petit résumé quand même. Hein? C'est sûr que juste cette question-là, on pourrait y aller très large, y répondre, je veux dire. On pourrait y aller encore plus en détail. Ça pourrait être un épisode complet juste ça, mais je pense que ça peut donner une vue globale quand même. Ensuite, est-il possible de faire l'école à la maison et de garder son travail à temps plein? Ça, c'est une très bonne question. Oui, il y en a qui le font, ça, je sais, Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est possible, dans le sens où on va pas se faire refuser de faire l'école à la maison parce que, exemple, les deux parents sont en travail à temps plein. Est-ce que ça va être l'expérience la plus enrichissante autant pour le parent éducateur que l'enfant? Peut-être pas. Moi, si je peux partager mon expérience, moi, je travaille à temps partiel, environ une quinzaine d'heures semaine, puis avec 2 enfants en école à la maison, je me verrais pas faire plus, tu sais. Puis c'est sûr que ça dépend, tu sais, ça dépend du travail, ça dépend des tâches, ça dépend de plein d'affaires, mais là, je parle vraiment juste de mon expérience. Moi, un 15 heures, je vais dire un anglicisme, là, je trouve que c'est le sweet spot que, ben moi, si je veux me lever, exemple, à 5h30 le matin puis clencher un 2 heures de travail à tous les matins, là, ben, j'ai quasiment mes heures de fête juste à faire ça, puis ça n'a même pas influencé dans la journée, tu sais. Exemple, un 20 heures et plus, je trouve que là, ça peut limiter beaucoup dans qu'est-ce qu'on a envie de faire en école maison parce qu'on a le travail à côté. Fait que non, on va pas être refusé parce qu'on a l'école, je veux dire, on a un travail à temps plein. Comme je dis, est-ce que ça va être la meilleure expérience? Peut-être pas. C'est sûr que maintenant, il y a beaucoup de choses disponibles, tu sais, des cours en ligne, tu sais, qui sont offerts, qu'il n'y avait pas, exemple, peut-être quand toi, tes enfants étaient plus jeunes, qui peuvent très bien bonifier. Mais je veux quand même rajouter le petit point que si on prend notre enfant en école à la maison, en tant que parent éducateur, bien, premièrement, ça reste qu'on est comme le responsable de l'éducation de notre enfant. Et est-ce que, exemple, c'est l'expérience la plus enrichissante que notre enfant, mettons, soit tous ses cours, j'ai rien contre les cours en ligne, là, mais exemple de faire son programme entier en ligne, que finalement, il fait exactement la même chose qu'en milieu scolaire, mais qui est sur un écran à la place.
je me questionne. Comme je dis, j'ai Ouais. rien contre ces cours-là. Ça peut des fois alléger un petit peu la tâche à un parent éducateur, bonifier un petit peu, tu sais, peut-être que la personne se sent un petit peu moins à l'aise sur telle matière, qu'elle a moins de plaisir, qu'elle préfère que quelqu'un d'autre aborde cette matière-là, ou peut-être que l'enfant a une certaine difficulté, puis que le parent éducateur, ça le rassure, qu'exemple, ah, je dis n'importe quoi, en mathématiques, je me sens un petit peu moins bonne, on dirait que j'ai moins d'idées, ben, tu sais, il y a cette ressource-là de plus. Mais voilà, je sais pas si tu partages un petit peu la même idée que moi là-dessus. Ben, en fait, moi, de notre expérience, ben, comme tu as bien dit, Marilena, quand on a fait les apprentissages en famille, il n'y avait pas d'offre encore vraiment de classe en ligne. Donc ça a été vraiment, ça l'a pris vraiment son envol, cet aspect-là, là, à cause de la pandémie. Mais donc, puis moi, j'ai repensé à ça, tu sais, puis je me disais, ouais, peut-être ça aurait été une bonne idée que je me garde un travail ou quelque chose à temps partiel pendant que je faisais l'école à la maison, mais j'ai réfléchi à ça, puis finalement, je suis le style de personne qui aurait pas pu, je pense, avoir dans son esprit qu'il faut que je rende des comptes à quelqu'un, admettons, même si ça avait été à temps partiel. Fait que je suis pas certaine, me connaissant comment je suis, que quand je décide d'embarquer dans un projet, habituellement, je suis comme, je me suis comme vouée vraiment à l'école à la maison. Puis ma tête était vraiment disponible pour mes enfants, mais aussi toujours pour l'école à la maison, dans le sens que, ah oui, tu sais, on pourrait trouver telle chose pour comment faire, pour comprendre une notion, puis tout ça. Fait que j'étais tout le temps à la recherche de ou en train de créer des activités pour le groupe d'école à la maison. Fait que je suis pas certaine finalement que pour moi, ça aurait été une bonne chose. Mais tu me fais penser, tu apportes Ouais. un point que j'ai pas pensé spécifier, Mhm. parce que tu sais, on dirait que c'est ma réalité, fait que je pense pas. Mais j'ai un travail à temps partiel, une quinzaine d'heures par semaine. Ouais. J'ai mes clients, je gère mon horaire, je gère. Ouais. Tu sais, j'ai pas. Mais ça aide. J'ai pas des collègues qui attendent après quelque chose après moi. J'ai pas, tu sais, fait que j'ai pas pensé spécifier ça que j'ai choisi un travail qui m'offrait le plus de liberté possible Ouais. malgré que je faisais des heures de travail. Tu sais, fait que moi, j'ai jamais à me déplacer en vrai. Mhm. Puis c'est moi à chaque semaine qui gère. Fait que tu sais, si je fais exemple, ah, je vais aller visiter telle chose avec mes enfants, il y a une activité, exemple, le vendredi matin à 10h, ben moi, je peux aller bloquer dans mon horaire que l'avant-midi, je suis pas disponible, puis que, whoop, une autre semaine, ben moi, je suis disponible ce moment-là. Fait que tu m'as fait penser de spécifier quand même que j'ai vraiment une grande liberté dans mon travail qui me permet de d'avoir les deux finalement, là. Cette flexibilité-là, ouais. Oui, exact. Puis, tu sais, je te dirais, avant, moi, tu sais, c'est comme nouveau pour moi que je vois, parce que t'es pas la seule là, que j'entends qu'il y a des parents éducateurs qui ont un travail à temps partiel, donc, puis qui puissent avoir une certaine flexibilité. Fait que ça aussi, c'est comme un aspect assez récent là, pour moi, parce que avant, de façon générale, là, c'était pas mal tous des mamans qui avaient fait le choix de mettre une pause sur leur carrière ou leur profession, puis de se dévouer comme à l'école à la maison. Mais je trouve ça vraiment intéressant, là, l'aspect du parent éducateur qui est à temps partiel. Là. Je trouve ça vraiment le fun. Oui, et ensuite, la prochaine question. À part les matières de base, français, maths, anglais, univers social, sciences, est-ce Ouais. qu'on va nous demander de faire autre chose, comme art plastique, éducation physique, musique, etc. Donc des matières qu'on va voir en milieu scolaire. Mhm. Ben, au niveau des exigences de la direction d'école à la maison, l'obligation du parent éducateur se concentre sur le domaine des langues, donc français-anglais, le domaine des sciences et des mathématiques, puis de l'univers social. Donc, mais en fait, il y a d'autres domaines qui appellent le développement de la personne, qui touchent l'éducation physique, les arts, la musique. Puis ça, ce domaine-là, il a été enlevé du nouveau règlement de l'école à la maison. Donc, le ministère a décidé de ne pas en prendre compte.
Mais ça veut pas dire de pas en faire en école à la maison. Donc, au niveau des obligations légales qu'un parent éducateur doit rencontrer pour être légal avec la direction d'école à la maison, il n'y a pas besoin de faire autre chose que les domaines touchés que j'ai nommés tantôt. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de bonifier, de faire l'éducation physique, votre enfant qui veut développer des compétences dans un instrument de musique ou faire de l'art, ça ne vous empêche pas de bonifier, ça c'est sûr, là. Donc, dans votre projet d'apprentissage aux yeux de la DEM, ce n'est pas considéré, mais sauf que dans votre univers d'école à la maison, là, ça peut être des matières là, qui peuvent être touchées, là, surtout qu'en plus, si c'est dans les intérêts de l'enfant, ben oui, là, c'est sûr. Exact. Puis, tu sais, pour une expérience des plus enrichissantes, est-ce que c'est vraiment possible, exemple, de faire des apprentissages en famille, puis jamais faire d'art, tu sais, de bricolage, de quoi que ce soit? Est-ce que c'est possible de jamais bouger en famille? Tu sais, je veux dire, tu sais, oui, ça reste dans qu'est-ce qu'on met en priorité, mais dans ma tête, tu sais, comme moi, exemple, c'est super important la musique pour nous, fait que c'est sûr que ça fait partie. Mais bouger puis faire du bricolage, de l'art, dans ma tête, c'est comme ça va venir naturellement, là, même si on n'a pas à le prouver là, pour la DEM, dans ma tête, c'est comme automatique. Oui, exactement. Puis ça fait développer d'autres compétences. Puis souvent, dans ces domaines-là, les enfants apprennent aussi à se connaître puis à se découvrir aussi. Donc, moi, je trouve, nous autres aussi, là, ça faisait partie de notre cursus. Ben, de toute façon, avant la mise en place du règlement d'école à la maison, on touchait à tous les domaines du programme de la formation de l'École québécoise, là, du PFEQ. Donc, on touchait aussi au domaine du développement de la personne. Puis, je rendais des comptes. Moi, je rendais pas de compte à la DEM parce que ça n'existait pas encore. Mais nous, à qui on devait rendre des comptes, là, c'était à la direction de l'école de quartier. Donc, à chaque année, il y avait une rencontre avec le portfolio de chacun des enfants. Avec la direction de l'école, souvent, il y avait l'orthopédagogue puis l'enseignant ou l'enseignante du niveau auquel mes enfants étaient. Puis, il y avait une rencontre, puis mes enfants expliquaient puis montraient leur portfolio comme ça à chaque année. Fait que c'était la façon de faire avant la venue du nouveau règlement et puis la création de la direction d'école à la maison. Oui, puis c'est assez unique au Québec. D'où la pertinence, je trouve, de notre podcast aussi, de démystifier un petit peu, tu sais, toutes les informations, beaucoup des informations de ce qu'on dit là, c'est quand même unique par rapport à la DEM. Si on regarde l'école à la maison dans d'autres provinces, d'autres pays, c'est complètement différent. Oui, tout à fait. Une question très fréquente, la prochaine. Doit-on être bon à l'école ou avoir une formation comme enseignant pour pouvoir faire l'école à la maison? Ben, soit pouvoir ou être en mesure de ouais. Ben, en fait, non, pas du tout. Ça prend même pas un diplôme d'enseignant. Pas parce qu'on est mieux que les enseignants, là, loin de là, mais parce que les conditions sont vraiment pas pareilles, là. Je veux dire, on accompagne en fait notre enfant. Puis, tu sais, quand on dit est-ce qu'il faut avoir été bon à l'école ou est-ce qu'il faut être bon à l'école pour accompagner notre enfant en école à la maison? Pas du tout. Mais en fait, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un intérêt, une volonté d'accompagner nos enfants dans leur découverte, dans leurs apprentissages, dans leurs activités. Donc, il faut que le parent éducateur ait le goût de prendre part à ça, de participer avec les enfants à ce cheminement-là éducatif. Donc, c'est ça. Donc, ça prend l'intérêt, il faut que tu aies le goût faut que tu aies le goût d'être autant curieux que tes enfants, puis de te mettre en position de, ben moi aussi, en quelque part, je suis un apprenant adulte, mais un apprenant qui va découvrir avec son enfant, parce que les meilleures questions qu'on peut pas avoir, c'est ceux de nos enfants.
Puis quand on n'a pas la réponse, ben quand on a le goût de partir à la découverte de ces réponses-là, de les questions de nos enfants ensemble, ben je pense que c'est vraiment ça que ça prend bien plus qu'un parent, même un parent qui n'a pas été bon à l'école ou il peut très, très bien accompagner son enfant en école à la maison. Exact. Puis, Puis, tu ben sais, oui. si, je veux dire, mettons, là, t'es un parent qui était super bon, tu pétais des scores à l'école, là. On sait Mhm. très bien que c'est beaucoup du par cœur pour pouvoir faire l'examen. Même si, Mhm. exemple, à l'examen, tu as eu 100%, est-ce que des dizaines d'années plus tard, tu te rappelles encore de toute la matière précisément? Et en plus, on sait qu'il y a des changements, là. Fait que peut-être que tu Ben étais oui. super bon quand tu as appris ton français, mais que, whoop, tu l'as un petit peu moins travaillé à l'écrit depuis ce temps-là, puis qu'en plus, il y a eu des choses qui ont changé. Fait que même si tu étais bon à l'école, est-ce que Mm. tu as retenu toute la matière? Puis est-ce qu'il y a des Mhm. changements? Tu sais, fait que Mhm. voilà. Ouais, c'est ça. Faut juste avoir le goût d'accompagner, puis déjà là, Exact, il y on a va une... jamais tout Ouais. savoir de toute façon, là. Non, c'est ça. Exactement. À quoi ressemblent vos journées d'école à la maison? Là, ça, c'est une autre Mhm. question extrêmement large. Ouais. Ben, pour notre part, en gros, là, c'était l'avant-midi, souvent, c'était là que les enfants étaient le plus disposés pour faire de l'apprentissage, faire des matières, en fait. Donc, français, maths, anglais, sciences, bon, univers social. Mais souvent, la façon que je proposais ça à mes enfants, c'était par quoi tu as le goût de commencer. Parce qu'au tout début de notre expérience d'école à la maison, j'étais plus style horaire, là. Tu sais, bon, là, on fait ça, telle matière, telle matière. Puis j'ai réalisé que, tu sais, quelques mois après avoir débuté en école à la maison, que je faisais un plan de match, mais souvent, c'était pas tout à fait le plan de match prévu. Parce que, ah ben là, ton enfant, il arrive un matin, puis toi, t'avais prévu de faire des maths, puis ça, il dit pas un matin, mais tu le vois qu'il y a comme une lancée, qu'il a le goût d'écrire une histoire. Ah ben là, OK. Fait que finalement, fait que tu sais, ça prend une certaine flexibilité. Fait que moi, je leur laissais libre à cette flexibilité-là au niveau des matières. Donc, en matinée, c'était souvent ça. Puis, on allait vers le dîner comme ça. Puis, des fois, on pouvait terminer, tu sais, plus les enfants avançaient dans leur cursus au niveau des années scolaires, tu sais, sixième année, secondaire 1, secondaire 2, bien là, on pouvait reprendre après dîner, là. Donc, on pouvait finir vers 1h30, 2h. Là, après ça, souvent, on était libre là, toute l'après-midi, faire une activité prévue avec le groupe de soutien. On se rencontrait dans un local pour faire des activités, pour faire des projets même, ou participer aussi à des événements comme le marché de Noël, un expo projet, des choses comme ça. Donc, toute l'après-midi était pas mal dans ce sens-là, ou soit des sorties culturelles. Mais tu sais, c'était quand même très flexible, parce qu'admettons qu'on avait une sortie culturelle à l'Orchestre symphonique de Montréal prévue en matinée, ben là, on allait en matinée à l'OSM. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que c'était pas nécessairement des matières à tous les matins, à tous les jours, mais de façon générale, c'était pas mal ça nos journées d'école à la maison. Puis, ça pouvait même parfois adonner euh, le soir, tu sais, vers 8h30, 9h, là, j'en avais un des fois qui partait puis qui disait Ah, là, moi, j'ai le goût de faire une œuvre d'art ou lire un livre ou. Fait que là, ça aussi, tu sais, c'est encore de l'école à la maison, mais de façon beaucoup dirigée par l'enfant, en fait. Fait que c'est un peu ça que nos journées ressemblaient. Il n'y avait pas une journée vraiment qui se ressemblait. C'était pas plate du tout. Et puis toi, Marilena, comment que ça se passe tes journées? Oui, puis tu sais, on va entendre beaucoup souvent quand que le parent il va débuter, il va vouloir avoir une certaine sécurité. On Hmm. dirait que c'est là beaucoup, tu sais, qu'on va se tourner vers les cahiers, vers les horaires précis, parce que ça peut Ouais, nous rassurer au départ. Mais souvent, on se rend bien, bien vite compte que c'est pas optimal, là. ouais. Moi, par exemple, j'ai nommé déjà dans les derniers épisodes, je pense que non seulement ma fille, par exemple,
c'est même pas pareil son intérêt d'une matière à l'autre. Fait que, par exemple, si je dis l'an passé, essaie pas de rien faire dans un cahier de français, là, ça lui pue au nez, ça marche pas. Mathématiques, par exemple, elle le dévore. Fait que nous, on est rendu très dans un, comme tu dis, le rythme de l'enfant. Mes journées vont être un petit peu comment je sonde mes enfants, dans quelle énergie qu'ils sont. Mhm. Puis, fait que, tu sais, les journées qu'il n'y a pas des activités précises, là, comme tu dis, des sorties, quoi que ce soit, Mhm. j'ai même pas tant un horaire précis. J'ai plus comme j'ai envie de dire comme des points focaux dans la journée, comme des Mhm. petits rituels, si je peux dire. Fait que, par exemple, euh, ben, le dîner, c'est un classique pour nous, qu'on s'installe tout à table pour manger ensemble, puis on écoute un livre audio. Mm. Par exemple, le soir, très souvent, je vais lire un chapitre en anglais à mes enfants. Fait que, tu sais, on a tous des petits points comme ça précis qui aiment beaucoup voir revenir. Puis Mhm. après ça, dans le reste de la journée, si un matin, je dis à ma fille, Hey, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Puis que je le vois déjà là, dans son attitude comme ouh là là, que ça marchera pas. Mhm. Ben, je vais pas m'acharner, ça donne rien. Elle va, Exactement. elle va pas être ouverte à apprendre, elle va pas, ça marchera pas, elle va pas rien retenir, elle va pas comprendre parce qu'elle a pas comme l'ouverture. Fait que cette journée-là, c'est, hey, ils ont envie les deux ensemble de faire des Legos toute la journée. Go, faites des Legos, puis moi, je vais comme observer un petit peu. Puis là, à travers, mettons, leur intérêt de Lego, là, je vais venir mettre des petits trucs par rapport d'apprentissage. Mhm. Fait que, tiens, exemple, il y a eu vraiment un moment là, l'an passé que ma fille, c'était Lego, Lego, Lego tout le temps. Ben, à un moment donné, j'ai sorti des bases, je pense que c'était des bases grises, si ma mémoire est bonne. Puis là, j'ai sorti un projet de faire comme tout le Canada en Lego. Comme, tu sais, chaque Mhm. province, une couleur différente. Hey, pour elle, là, c'était pas de l'école, là. Non, c'est ça. Pourtant, c'était super enrichissant. Puis elle était tellement fière d'elle comme quand elle l'a fait. Puis c'était à travers cette journée-là exactement ce qu'elle voulait faire. Elle voulait faire des Legos. Elle l'a fait, mais jamais qu'elle a eu l'impression qu'on s'assoyait pour ouvrir un livre pour faire une Mhm. matière. Mhm. Tandis que très souvent, exemple au souper, je suis en train de préparer le souper. Hey Alice, as-tu envie qu'on fasse une dictée? Elle est super motivée. Oui! Là, elle s'assoit à l'îlot pendant que je fais à manger, puis là, j'y invente quelque chose, je fais une dictée à l'écrit. Mhm. Tu sais, fait que c'est beaucoup de petites choses comme ça qui reviennent. Puis après ça, le reste, là, ce qui est plus apprentissage, nous, on fonctionne beaucoup par projet aussi. Fait que Mhm. je vais, tu sais, comme là, ces temps-ci, mettons, ils ont vraiment un intérêt pour les baleines. Ben là, je sors des choses un petit peu à tous les jours par rapport aux baleines. Fait Mhm. qu'encore là, ils n'ont pas l'impression, tu sais, d'être comme dans un cahier super précis. Pourtant, tu sais, on passe à travers toutes les matières, mais en lien avec les baleines. Et ma fille, vraiment très souvent, le soir, là, il peut être, exemple, 8 9 heures, j'ai envie de faire des mathématiques. Là. Puis là, tu Mhm. sais, je suis son élan, là, puis elle peut faire 15 pages dans son cahier. Là. Mhm. Fait que nous, ça ressemble un petit peu à ça. Tu sais, c'est dur parce que c'est dur de répondre à ça. Tu sais, on peut Ouais. donner des idées, mais je pense qu'il y a autant de types de journées qu'il y a de parents éducateurs, là, de familles là, en école-maison. Mais je pense que ça peut donner un petit peu une idée quand même avoir de la structure ou pas. Puis comme je dis, d'un enfant à l'autre, puis même d'une matière à l'autre, ça peut être différent. Ouais, Comme tout tu as à fait. nommé, c'est d'avoir la flexibilité, la curiosité, parce que comme je dis, même si on fait Hey, aujourd'hui, ce matin, là c'est t'ouvres ton cahier de français, puis on fait de page 9 Hmm. à 12. Si ça ne tente pas, là, Non, c'est oublie ça. ça. Mais Ben le non. soir, avant le dodo, finalement, on lit un livre. Puis là, j'ai dit Hey, pointe-moi donc les déterminants, tu vois, dans cette page-là. Ouais, exact. Tout peut devenir, tu sais, Mm. un apprentissage, Ben mais oui. de le twister pour que ça soit dans l'intérêt de l'enfant, ça fait Uh-huh. tellement toute la différence pour qu'il coopère
puis pour qu'ils retiennent, puis qu'ils comprennent. Ouais, exact. Puis de dire aussi, tu sais, comme tu disais, comme nous aussi, c'est ça, on avait des moments charnières, là. Puis le soir, c'est sûr, c'était lecture d'albums jeunesse, là. Tu sais, ça, c'était clair. Puis comme tu me fais penser, là, ça me rappelle, OK, là, une page, genre, parmi l'album jeunesse, là, ou une section, là, d'un paragraphe ou deux. Puis là, ben, hey, ça te tente-tu? On va jouer à l'enquêteur, tu sais. Tu peux-tu me pointer un déterminant, un adjectif, tu sais? Puis là, on s'amusait avec le livre comme ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, comme tu dis aussi, de se donner le temps de leur demander comment ils se sentent. Puis déjà, ça peut te donner une idée là, de l'atmosphère, de la vibe, là, tu sais, comme, OK, je pense que là, ça serait un bon moment, tu sais, pour faire des maths, pour voir une notion là, qu'il faudrait comme voir. Mais c'est ça. Nous autres aussi, moi aussi, c'était vraiment comme ça, là, j'y allais par vibe parce que j'avais appris par expérience là, que si tu imposes, puis que là, ça devient comme une période de devoir là, à la fin de... Tu sais, comme si c'était un jeune qui allait à l'école, puis qu'il rentre à la maison, puis que là, il est obligé de faire ses devoirs, ben là, ça devient comme ça, tu sais. Puis c'était pas l'approche que je voulais nécessairement reproduire chez moi, en école à la maison. Puis, fait que c'est pour ça, là, on vous a donné un petit peu une idée, nous, nos journées, à quoi qu'ils ressemblaient. Puis ça peut être, tu sais, c'est différent aussi, là. Fait que, tu sais, une Oui. journée, ils sont super motivés. Hey, là, leur projet, là, exemple, de parler des baleines, ils ont le goût de faire ça Ouais. toute la journée. On le fait toute la journée, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, je pense que ça vous donne quand même un petit peu une idée de à quoi ça peut ressembler dans peut-être une approche éclectique, hein. Je pense que dans nos deux cas, on Ouais. pourrait appeler ça comme ça, beaucoup par projet pour ma part, Ouais. puis Nous assez aussi. éclectique. Oui, aussi. Puis chaque famille d'école à la maison va trouver comme ça. C'est un peu comme une danse, hein? Puis quand on apprend à observer puis à découvrir nos enfants, ben c'est un peu là que la réponse se situe de comment vos journées vont se développer, tu sais. Je sais qu'il y a des familles, tu sais, comme toi, tu disais que le midi, vous écoutez un livre audio. Ben, il y en a des familles que c'est le matin en déjeunant, tu sais. C'est ça. Fait que chaque famille va trouver leur façon de faire de qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour eux. Tout à fait. 9e question, est-ce que le gouvernement octroie une allocation aux familles qui font l'école à la maison? Ça aussi, hein, on le voit à toutes les années. Ouais. On a un peu l'espoir, je pense, quand on commence comme parent Ouais. éducateur de hey, là, on s'occupe de l'éducation de nos enfants, on doit bien avoir un petit quelque chose, une exemption de taxes scolaires ou des montants alloués pour les activités ou les livres, tu sais, ça oui, pourrait. Il y a des exactement. provinces que c'est le cas, hein. Il y a une allocation qui est remise aux familles, mais c'est pas au Québec, au Canada même. Oui, au Canada, oui. Certaines provinces que oui, mais au Québec, non, c'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune allocation qui est remise aux familles. Puis, en fait, c'est plutôt un montant qui est remis au centre de services scolaires. Puis, les centres de services scolaires sont supposés de fournir des services là, aux familles éducatrices selon le règlement d'école à la maison. Donc, accès à la bibliothèque, accès au gymnase, aussi accès à des cahiers ou du didactique là, qu'ils appellent. Il peut y avoir des cahiers des cahiers d'enseignants, des choses comme ça. Accès aussi à des évaluations, accès à des services comme orthopédagogue, orthophoniste, conseiller en orientation pour les jeunes au secondaire, des choses comme ça. Ouais, donc c'est ça, tu sais, ils ont un montant alloué pour justement nous venir en aide, mais ça Ouais. reste toujours, premièrement, il faut faire les démarches quand on veut Oui, avoir des services. Puis deuxièmement, ben ça reste toujours, ce que j'ai entendu moi, c'est qu'ils vont toujours dire que c'est selon ce qui est disponible aussi. Tu sais, exactement. fait que, exemple que je dis, ben moi, j'aimerais avoir un manuel d'histoire secondaire 3.
Ben, s'ils en ont 30 puis qu'ils ont 30 élèves, too bad, il n'y en a pas de blouse pour, tu sais, ils vont pas en C'est commander ça. de supplémentaires pour, parce que je fais la demande, là, tu sais, fait que... Oui, exactement. Puis, tu sais, au niveau des services, là, je me demande aussi avec les coupures qui a eu lieu, malgré le fait qu'il y a de l'argent qui a été réinjecté par le ministère de l'Éducation. Là, je me demande cette année là, si les familles éducatrices vont pouvoir encore bénéficier de certains services là, selon leurs besoins. Fait que je me demande si ça va pas passer au second plan. Oui, mais malheureusement, j'entends plusieurs familles qui vont dire ah, je voulais demander des services, mais avec les coupures, clairement, j'en aurai pas, fait que j'en demanderai pas. C'est pas ça le but, là, tu sais, parce que Non. ça reste qu'ils Il ont un f- montant quand même, là, par Oui, enfant en école maison, fait qu'on c'est va pas ça. s'empêcher de faire une demande si on juge que quelque chose serait pertinent pour notre enfant, parce que probablement que ça sera pas fourni parce qu'il y a des coupures, tu sais, faut pas le voir comme ça, là. Non, c'est ça, exactement. Il faut quand même faire les démarches puis faire la demande. Parce que eux, s'ils n'ont pas de demande, ben ils pensent qu'il n'y a pas de besoin, tu sais, mais il faut quand même que les parents éducateurs, s'ils en ressentent le besoin puis qu'ils ont besoin de services, moi, je vous encourage fortement à faire quand même les démarches puis à faire la demande. Donc, pour clore un peu la question, là, donc non, il n'y a pas de différence. On va payer comme tout le monde nos taxes scolaires. On Oui, n'aura pas des crédits ou des montants alloués de quoi que ce soit. La non. seule différence, si je peux dire, entre guillemets, que ça peut faire, ben, c'est que si, exemple, ben, moi, mettons, je travaillais 40 heures semaine avant, puis là, je décide de faire l'école à la maison, donc mon revenu, là, je fais juste 15 heures semaine. Ben, probablement que mon revenu, tu sais, à la fin de l'année, ça va être différent un petit peu pour les impôts. Mais tu sais, ça, c'est important. Moi, je trouve, c'est un épisode, j'aimerais vraiment faire qu'on reçoive un fiscaliste un petit peu là, pour nous Mhm. parler à un moment donné des stratégies, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser, puis quand qu'on sait la réalité que beaucoup de parents éducateurs, ben, on va soit mettre en pause notre carrière ou on va diminuer Mhm. nos heures à s'adapter. Fait que ça peut vraiment valoir la peine d'avoir une stratégie financière pour chaque année pour Oui. tu sais, bien jouer nos pions puis qu'on soit le plus confortable possible là, au niveau de notre santé financière. Fait que ça serait un épisode vraiment que Oui. j'aimerais faire à un moment donné. Fait que voilà, je pense que ça fait un bon résumé au niveau de cette question-là. Puis je vois le temps passer, on pourrait peut-être en répondre à deux dernières, disons, puis Mhm. là, on en avait plein d'autres, fait que vous Ouais. nous direz en commentaire si ça vous tente d'avoir une partie 2 éventuellement. Est-ce que le gouvernement pourrait refuser que je fasse l'école à la maison? Ben, en fait, il n'y a pas, à la base, là, un parent qui fait la demande, ben, qui envoie son avis pour inscrire son enfant en école à la maison auprès de la direction d'école à la maison, là, l'entité au ministère. Il n'y a pas vraiment de raison que, à la base, le parent soit refusé. Non, La c'est ça, seule parce qu'à la base, c'est un chose. droit. On a le Ouais, c'est ça, droit de exactement. C'est un pouvoir. droit. Exactement. Au Québec, c'est un droit légal de C'est pas faire une l'école à la permission, maison. c'est un droit. Non, exactement, exactement. Euh, donc, la différence, c'est ça, c'est que quand on décide de faire l'école à la maison, c'est que c'est le parent éducateur qui devient responsable d'éduquer son enfant au lieu de remettre cette responsabilité-là à l'école de quartier, ben c'est le parent éducateur qui est en charge d'eux. Le seul situation que je pense que ça pourrait être possible qu'un parent ait refusé de faire l'école à la maison, c'est, admettons, un parent qui ne rencontre pas ses obligations légales auprès de la direction d'école à la maison, puis qu'après les avertissements ou les conseils que la direction d'école à la maison remet aux parents éducateurs pour soit rectifier plan d'apprentissage ou même dans la remise de traces de son enfant à la fin de l'année, puis tout ça, ben ça se pourrait que la direction d'école à la maison dise, ben là, pour l'année prochaine, tu sais, ça se pourrait qu'ils refusent
de renouveler, de faire l'école à la maison pour ces parents-là. Mais je dirais que la plupart du temps, ça se règle quand la DEM fait ses demandes puis que le parent coopère. Tant que le parent coopère puis qu'il a la bonne volonté de démontrer que son enfant a une éducation équivalente du milieu scolaire, il n'y a pas vraiment de problème Oui, ou c'est de ça. raison. C'est pas de faire peur non plus. Tu sais, c'est pas parce Non, c'est qu'exemple, ça. une fois ton plan d'apprentissage, c'est une situation exceptionnelle. C'est Là, tu sais, exemple, ça. tu as un décès dans ta famille, tu as remis ton plan d'apprentissage 2 jours en retard de la date limite. Ils vont pas venir chercher les enfants pour Non, les emmener de non, force à l'école, là, tu sais. c'est ça. Mais c'est ça, ça reste qu'on a, en tant que parents éducateurs, des comptes à rendre pour Mm, prouver qu'on donne l'éducation à nos enfants. Puis il y a une autre situation peut-être que j'ai entendue que justement, ça pouvait être refusé, là, entre guillemets, de faire l'école à la maison. C'est dans le mhm, cas des parents séparés, tu mm, sais, qui avaient au niveau de la cour, là, tu sais, garde partagée et tout ça. Si jamais il y a ouais. un parent qui veut faire l'école à la maison, mais que l'autre parent refuse, là, j'ai entendu des cas que justement, ben, vu que les deux parents n'étaient pas d'accord puis que c'était en garde partagée, ben, la cour déterminait que l'enfant allait aller à l'école. Oui, de base, oui, c'est pas mal ça, effectivement. Faut que les deux Et, parents soient d'accord, même si ils sont séparés, là. Ouais. et dernière question. Ça, je me l'ai fait demander quelques fois. T'as pas peur que ce soit difficile pour ton enfant de rentrer à l'école s'il va à l'école à un moment donné ou de s'adapter si jamais il va à l'école? Est-ce que tu t'allais déjà fait Ben demander oui. ça? Oui. Oui, ça, c'est sûr. Même un commentaire, ça me fait penser à une petite anecdote, là. Mon conjoint, il se dépêchait pour aller prendre son transport en commun pour aller travailler, puis c'était le premier jour de la rentrée scolaire dans le quartier. Puis nous, ben cette année-là, comme de raison, nos enfants, ils étaient pas à la rentrée scolaire, tu sais. Puis il y a quelqu'un du quartier, mon conjoint, il dit: «Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est la rentrée à l'école», tu sais. Puis il y a un voisin avec qui il marchait, puis il dit: «Ben oui, à un moment donné, il faut bien qu'il rentre à l'école». Tu sais, un petit message en passant. En tout cas, c'était vraiment drôle comme anecdote, là. Mon conjoint, quand il me racontait ça le soir, on trouvait ça drôle. Euh, ben, en fait, ben, c'est sûr que, tu sais, tant que l'enfant ou qu'il n'y a pas eu de transition entre l'école à la maison puis le milieu scolaire, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous reste en arrière de la tête. Tu sais, on se demande si jamais mon enfant rentre en milieu scolaire, comment ça va aller, il va-tu s'adapter? C'est certain, là, je veux dire, c'est tout à fait normal et légitime pour un parent éducateur qui se remet en question aussi. Et est-ce qu'il va, tu sais, est-ce que ça va être difficile et tout ça? Mais c'est sûr que ça demande une adaptation. Je veux dire, les enfants en milieu scolaire qui rentrent en maternelle, ils ont une adaptation à faire. Exact. Puis la C'est même chose exactement ce pour que ceux j'allais dire. c'est ça. Puis la même chose pour ceux qui terminent leur primaire puis qui rentrent au secondaire, il y a une adaptation. Fait que je veux dire, il y a autant d'adaptation d'un côté que de l'autre. Mais c'est ça, tu sais, puis il faut avoir confiance aussi en nos enfants qu'ils vont s'adapter, ils vont vivre ce changement-là dans leur vie, tout comme quelqu'un qui commence un nouvel emploi. Je veux dire, c'est sûr que là, c'est différent parce qu'on est des adultes, puis on a ces capacités-là d'adaptation-là. Mais il faut avoir confiance aussi en nos enfants qui vont pouvoir s'adapter. Oui, Puis, puis moi, ce que j'avais tendance à répondre quand on me demandait ça, c'est que, comme tu as super bien nommé, justement, ben, tu sais, même rentrer à l'école ou changer, tu sais, exemple de primaire, secondaire, c'est une adaptation quand même. Puis je me dis que peu importe le nombre d'années que je vais faire l'éducation à la maison, ben au pire, ça fait juste que mon enfant, il est plus mature, il se connaît mieux, mm, il est plus solide dans qui il est pour que ouais. s'il rentre à un moment donné, exemple, je dis n'importe quoi, en secondaire 2 à l'école, Mhm. ben toutes ces années-là qui est en arrière de la cravate, de se découvrir, de se connaître, de développer son autonomie, moi je me dis juste que ça va avoir été utile. Puis si on donne aussi l'exemple des enfants à l'école maison, souvent qui vont rentrer au cégep,
Souvent, Mhm. sont vraiment bien accueillis au cégep parce qu'ils sont reconnus Ouais. pour avoir une très grande autonomie, que des fois, dans le milieu scolaire, ça a été un petit peu moins Mhm. développé. Mhm. Mais je te dirais, ben, par expérience, là, encore une fois, dans notre situation, justement, ma plus jeune est rentrée, elle, en deuxième secondaire. Elle avait jamais été dans le milieu scolaire auparavant. Puis, oui, il y a eu une adaptation qu'elle a dû faire parce que, disons que c'était pas, tu sais, c'est pas, avec l'âge, là, avec l'adolescence, puis tout ça, c'est peut-être pas nécessairement l'année la plus facile, en fait, je dirais, pour rentrer dans un milieu scolaire, parce qu'il y a beaucoup de choses que, tu sais, dans la vie d'un adolescent qui déjà vient chambouler. Donc, mais elle s'est adaptée, elle s'est fait des amis, mais je dirais que ça a été peut-être, tu sais, si je compare là, avec mon plus vieux, que lui, il est rentré en milieu scolaire, mais au cégep, la transition vers le cégep, elle s'est fait beaucoup plus naturelle, beaucoup plus doucement. Parce qu'il était vraiment prêt à ce changement-là, puis il était vraiment mûr, là, tu sais. Même qu'à la fin du cursus d'école à la maison, je le voyais qu'il était temps qu'il se passe, qu'il était prêt pour un autre mode de vie. Tandis que ma deuxième secondaire, ben, c'est elle qui a demandé de rentrer, mais, tu sais, malgré que c'est elle qui l'a demandé, ça a été une adaptation. Puis je vois que l'adaptation, là, ça a été peut-être moins doux là, pour elle. Puis en même temps, au secondaire, ben, ils n'ont pas vraiment le choix hein, de fitter dans le moule. Fait qu'elle a vraiment, rentré dans le moule. Tu sais, elle s'est vraiment adaptée. Puis, écoute, après, ça a super bien été, là, tu sais, mais au niveau social, se faire des amis, ça a été super bien. L'adaptation, où est-ce que ça peut-être ça a demandé un peu plus, c'est au niveau des évaluations. Parce que je pense qu'après une semaine et demie de rentrer à l'école, déjà, il commençait à être en évaluation. Puis on sait combien que dans le milieu scolaire, ils sont vraiment évalués souvent. Donc, ça a été un petit peu plus demandant pour elle. Mais je dirais qu'après un 3 mois, là, elle avait déjà tout compris comment ça fonctionnait, comment se préparer aux examens. Je pense qu'après même 2 semaines, elle avait déjà tout pris en main, son horaire, toute l'organisation, comment s'organiser pour arriver à rendre ses devoirs à temps, tout ça. Puis pourtant, c'est pas des choses que je l'avais préparées en école à la maison. C'était pas du tout dans ce mode-là qu'on était, nous, en école maison. Donc, moi, je dirais qu'au niveau de l'adaptation, en gros, ça a super bien été. Mis à part que c'est ça qu'on l'a vu, qu'elle a dû s'adapter au niveau du cadre, là, je dirais. Ouais. Oui, puis tu sais, si on pense aussi, justement, tu sais, des fois, on peut dire, ah, ben là, mon enfant, si il joint, exemple, en cinquième année ou en secondaire 3, tu sais, là, souvent, les enfants se sont suivis, ils ont déjà comme leur C'est gang ça. d'amis, mais ça reste Exact. que un enfant tu sais, qui va déménager puis qui va rejoindre une école, ça revient quand même à une adaptation Ben, qu'il va c'est se ça. refaire des amis puis qui va rejoindre une gang qui lui correspond. Ouais, exactement. Ouais. Ben, c'est Donc, ça. Ça a été oui, vite, hein? Il y avait oui, beaucoup, mais quand beaucoup de même. contenu, beaucoup de Oui, choses à dire, ouais, puis on a juste passé peut-être à travers le 2 tiers de nos questions. Fait ben que ça oui, prendrait, je pense, définitivement une partie 2. je pense que oui. Mais on va voir s'il y a des gens qui le demandent. Ça serait le fun de faire une partie 2 parce qu'on a quand même encore des questions dans notre liste. Puis ça a passé vraiment vite, là. J'ai l'impression que ça fait juste quelques minutes qu'on se parle. Oui, exactement, c'est ça. J'ai regardé le temps, j'ai fait, ah, déjà, on dirait que ça fait 10 minutes qu'on jase. Mais je pense Ouais. que c'était super intéressant, puis autant pour les parents éducateurs qui commencent que ceux qui pensent que quelqu'un dans la famille qui sait pas trop, je pense que ça peut venir vraiment enrichir Oui, les discussions. Puis, ouais, fait qu'on répondre espère à que des ça va. questions. Oui, donc on espère que vous allez apprécier l'épisode. Puis on se dit à la prochaine. Ben oui, à la prochaine, Marilena. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bye.
Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de Comme un jeu d'enfant. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous à apprendre et surtout, faites-le à votre façon. Ce podcast est un projet de cœur qu'on veut garder accessible à toutes les familles. Si vous aimez notre contenu, il y a des façons toutes simples de nous soutenir. Likez, commentez, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode. Et pour ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la bio. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.